quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info, Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. des critiques constructives, Parce que ça c'est honteux, ça. C'est de la merde. de l'amour, Moi je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. de l'innommable. C'est pas un endroit pour les enfants. Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute. J'aime bien cette intro. Et bonsoir, nous sommes le mercredi, je sais plus combien octobre, 15. le 15 octobre, 16. Non, nous sommes le 16. 16 déjà. Le 16 octobre, J'ai ouais. une journée dans mon... T'as perdu une journée dans ta vie. Nous sommes le 16 Tout le monde a perdu octobre. 2 ans déjà, donc je pense qu'on n'est plus à une journée près. Le 16 octobre, oui, Ça, c'est, je suis certaine, octobre. c'est l'horreur intersidérale. Nous sommes le mercredi 16 octobre et vous êtes à l'écoute de l'œil carnivore sur Radio Panique. Hein 2000 combien 2034 à peu près, je crois, à mon avis. Au moins. Et donc, vous êtes en direct sur Twitch, mais aussi en différé sur Radio Panique, le 105.4 de Radio Panique. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous nous écoutez en différé, de venir sur Twitch, de vous abonner à la chaîne Twitch de l'œil carnivore, de Saturday Night Panic aussi, d'ailleurs, parce que Baudouin est de la partie aussi ce soir. Comme ça, vous pourrez voir nos émissions en direct si le cœur vous en dit et pouvoir participer à toutes nos discussions. Et ce soir, c'est une soirée un peu spéciale parce qu'on inaugure dans l'œil carnivore le studio de la galerie Non Peut-être grâce à Julien qui est autour de la table. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Ça me fait Alors, très plaisir n'hésite pas de à vous parler avoir dans le chez moi, micro. parce que ce soir, du coup, je peux travailler en chaussettes. C'est cool. T'as des claquettes avec tes chaussettes? Ah non, Je les ai laissés. pas de chaussettes dans les claquettes. Pas de chaussettes dans les claquettes. Pas de chaussettes dans les claquettes. Copyright, Baud. Donc nous avons Julien autour de la table, nous avons Baudouin, salut Baudouin. Hello. Toujours là, fidèle au poste, Toujours là. fantastique. Et Angela, super pour la troisième, quatrième, je ne sais Moi, plus je dirais exactement. la troisième. Troisième Troisième. Oui, Troisième, et je pense que là tu vas devenir un pilier comme Baudouin, c'est pareil, c'est bon. C'est pour l'accueil. Voilà, c'est chouette de t'avoir aussi. On a aussi Gauthier qui est caché à la technique. Bonsoir Gauthier. Merci à toi d'assurer la technique. Pour une fois, c'est pas moi ni Baudouin qui assurons ça. C'est vrai, Un c'est grand bizarre. merci. Donc s'il y a des couacs, c'est de ta faute, hein, c'est tout. C'est ça, ouais. Voilà. Et ce soir, on va vous parler alors des Lève-Dup, des frères Lève-Dup. Je pense que là, pour l'instant, personne autour de la table sait de trop de quoi on parle. Mais vous allez voir, c'est très chouette. Un rapport avec Feldup sur YouTube. Non, rien à voir, mais peut-être. C'est quoi, j'allais dire la même chose. Parce que ça va avec Feldup. Il y a quelque chose dans le sens aller chercher les images un peu dérangeantes et faire des trucs bizarres. Ouais, donc il y a peut-être un rapport. Donc ça, c'est moi qui vais en parler. Angela, toi, tu vas nous parler d'un drama dans la K-pop. Un drama, c'est pas vraiment le drama. Moi, je vais plutôt vous parler de la répercussion de ce drama, en fait, dans le monde K-pop de maintenant, avec l'importance que ça a pris et vraiment le niveau de débilité que ça a pris aussi, surtout, quoi. D'accord, je suis curieux parce que franchement, pour moi, là, Je suis fou. la K-pop est très très loin de moi, mais je sais qu'il y a des histoires, effectivement, c'est super important en Corée. Donc on va voir ça. Julien, toi, tu vas nous parler de BD réunionnaise. Oui. Ouais, j'ai trop Je hâte. voulais parler d'une BD en particulier, puis finalement j'ai dérivé, je vais parler de l'auteur de cette BD. Ah voilà. Il s'appelle PM. Pourquoi se Super. mettre des limites? Oui, voilà, c'est tout, ça marche. Et toi, Baudouin, t'arrives avec 2 sujets. Ouais, alors déjà un premier manga action shonen science-fiction. Manga animé. Manga animé, qui est franchement très intéressant, très marrant aussi, qui s'appelle Kaiju no 8. Et tu vas aussi nous parler de Nishen Nimet. J'ai eu l'occasion justement d'interviewer le réalisateur Simon Motairu et je crois que franchement c'est mon interview coup de cœur parce que c'était vraiment l'interview la plus humaine que j'ai réalisée cette année. Ok, cool.
Voilà. Cool. Voilà, on a un super programme pour ce soir. Mais avant d'attaquer dans le dur de l'émission, quand même, je veux juste revenir sur la galerie Non Peut-être. Parce que, l'idée de base, c'est de faire une galerie, mais aussi un lieu d'expression artistique, un lieu de résidence, un lieu où les gens peuvent se sentir bien et créer. Et notamment là-dedans, il y a un studio vidéo dans lequel l'œil carnivore va s'inviter régulièrement, je pense. Le message subliminal, bam. Mais j'ai l'impression que Baudouin aussi, il a trouvé ses marques. Oui, je le trouve un petit peu de marque. Baudouin, il est déjà venu la Je suis semaine dernière. déjà C'est passé vous la qui êtes en semaine retard, en fait. C'est moi qui suis en retard, évidemment. Mais je reviens dimanche. Dimanche, si ça vous intéresse, on va parler de jeux de société, jeux de plateau avec 7 mères. Vous allez voir un super jeu qui est en crowdfunding encore et qui devrait sortir, je ne sais plus exactement quand, mais on verra ça avec. Mais en tout cas, donc on va faire du jeu de plateau dimanche, une esplit party avec les créateurs du jeu et puis une interview, tout ça. Vous allez voir, ça va être super chouette. Quand faut pas aller voter dimanche. Ah non, c'était dimanche. Non, c'était dimanche dernier. C'est bon, c'est réglé. Voilà, c'est bon. Alors, on votait en Belgique, pour la petite histoire. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que tu veux rajouter sur la galerie Non Peut-être. Oui, enfin tout ça fait partie du projet qui s'appelle Objet Témoin. Ah oui, dont on a parlé dans l'interview que vous pouvez trouver, ça doit être l'émission 114, 115, vous cherchez dans l'œil carnivore, vous allez la trouver, sur Travailler la mémoire avec Julien Vendangeon. Je crois que c'est ça à peu près le titre. Oui, c'est probable. On a parlé de tellement de choses. C'était vaste. En tout cas, on m'a fait beaucoup de retours sur cette interview qui a été bien appréciée. Donc voilà. Donc on a ce lieu avec donc au-dessus de nos têtes une galerie où on présente encore pendant quelques semaines Fanny Froment, une collagiste belge qui a grandi en Afrique, un très beau travail et au moins un on est. Je te fais chier à parler dans le micro. Il faut que je fasse attention. Voilà. Et ici donc au moins un c'est les ateliers et le studio, voilà. Et donc entre les moments où vous venez. Le studio est disponible pour aussi... ceux que ça intéresse pour faire des enregistrements, etc. Et puis, il y a du beau matos ici. Donc, vous pouvez faire des podcasts comme nous, mais vous pouvez très bien aussi faire simplement des stock shots, des choses dans ce genre-là, etc. pour faire typiquement... C'est un studio de photographie qu'on a transformé en studio de vidéo. Donc, on sait faire les deux, en fait, maintenant. Voilà, et il est super doué. Donc, voilà. Pour faire les crumbles. Pour faire les crumbles et les photos. Ok, c'est super. Et je propose de passer sans transition à notre ami Baudouin qui va nous parler manga et plus particulièrement de Kaiju Number 8. Est-ce qu'on ne se regarderait pas le trailer avant ? Ouais, un petit trailer avant. Ouais.なんで諦めちゃったんすか。なんでこうなった。目標撃破。もう一回防衛隊員目指Ça envoie. Ouais, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. J'en profite pour dire bonsoir à Vretel qui nous dit bonsoir Damien et bonsoir tout le monde en fait. Hello. Salut Vretel. Et voilà, Hémoglobine, en veux-tu, en voilà. Ouais, voilà, Kaiju No 8, c'est un shonen manga écrit et dessiné par Naoya Matsumoto. Il est republié depuis le 3 juillet 2020 dans le magazine en ligne Shonen Jump Plus de l'éditeur Sheshua. La version française est publiée par Kazé depuis octobre 2021 et puis par Crunchyroll depuis juin 2022 à la suite de l'achat de Kazé. Alors en simple, dans un monde en proie à d'effroyables monstres géants connus sous le nom de Kaiju,
Kafka Ibino aspire à rejoindre un jour les forces de défense pour combattre ces terribles créatures. C'était un rêve qu'il avait avec son ami d'enfance, Mina Hashiro, mais leurs chemins ont pris des directions différentes. Aujourd'hui, Kafka nettoie les rues de leurs encombrants cadavres quand il croise la route de Reno. Ishikawa, la détermination de Reno à rejoindre les forces de défense pousse Kafka à rejoindre Mina afin de protéger l'humanité. Ouais, je crois qu'il faut préciser quand même, c'est que le personnage... devient kaiju malgré lui. Déjà de 1 et de 2, c'est qu'à la base, il est super vieux en fait, parce que tous les autres, c'est des petits jeunes en fait. Donc à la base, il n'est pas censé du tout rentrer dans les forces de l'ordre. C'est important à préciser, Voilà. ça. Alors, il y a un truc qui est quand même intéressant, parce que moi, je viens de finir seulement je suis au 3e épisode. Il y a vraiment l'humour. Ah oui. Qui est dedans. On retrouve vraiment le manga où on a 21 minutes où on rigole bien. Et voilà, tantôt sur l'épisode 2, j'ai pleuré de rire. C'était juste génial parce que quand il devient kaiju, il ne sent pas sa force. En fait, il veut aider par exemple un petit vieux, il met sa main contre le mur, en fait il défonce le mur complètement quoi. D'accord. Donc c'est assez intéressant comme manga. Enfin voilà, je vous le recommande. Je vais pas spoiler plus parce que je n'ai pas regardé plus. Angela était plus vite que moi. Je peux pas spoiler. Voilà. Mais voilà, merci Benjamin de m'avoir suggéré ce manga parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais plus regardé un manga intéressant comme ça. Je sais que Gauthier a beaucoup aimé aussi, plus soit sur le fait que c'est un chouette manga. Toi aussi, je suppose, Angela. Moi, je te conseille après Chain Man. Ah, Chain Man. Oui, on en a parlé dans le Carnivore déjà, je crois. Juste. C'était Sam ou je ne sais plus qui en a parlé. Mais oui, on en a déjà parlé, effectivement, c'est bien délire. Et Vretel qui dit, on peut rappeler le nom de ce manga, s'il vous plaît, j'ai loupé le début. Alors, c'est Kaiju no 8. Numéro 8. Ouais, voilà, numéro Kaiju, 8. Kaiju comme le Kaiju, Oui, c'est ça. Les monstres. Disponible en tout cas sur Crunchyroll. Voilà. Et dans toutes les bonnes crèmeries. Ou l'oncle d'Amérique qui t'envoie une cassette vidéo. Oui, aussi, une version canadienne. Eh ben chouette, super. En tout cas, moi, tu m'as donné envie de le voir. En plus, le côté humoristique peut être bien sympa, le genre les nettoyeurs qui passent après les massacres. C'est chouette parce que c'est un thème qui n'avait jamais spécialement été abordé dans les mangas, en fait. Le thème des nettoyeurs qui nettoient la merde des super-héros. Je peux pas spoiler, donc je peux rien dire. Donc tu ne peux rien dire, effectivement. Et oui, c'est un thème qui est assez intéressant. Voilà. Ces gars qui sont contents de nettoyer pour les super-héros, quoi. Voilà. Ok, merci pour cette reco Baudouin. Et moi, je vais vous faire voyager dans les années 90, les années 90. Dans les années 90. C'est aussi les années 90. Aussi, ouais, c'est vrai. Mais bon, là, pas ce qui se passe dans Kaiju. Number 8. Non, là, je vais revenir, pour moi, à mon adolescence. Pour certains, évidemment, vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça. Mais je vais vous mettre une petite vidéo. Une petite photo de Damien avec des cheveux longs. Et tu rigoles, mais j'avais les cheveux longs à l'époque. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai mal à m'imaginer avec des cheveux longs. Mais un de ces quatre, je la ferai, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est est-ce que vous reconnaissez ou est-ce que ça vous dit quelque chose, la musique et le générique que vous allez voir maintenant? Ah bah oui. Alors ça, oui, ça c'est Canal. Passoire et tout, là. Et juste après ça. Avec des cyclones. Non? C'est ça? Non, ouais. Non, on est par ailleurs. Waouh. Donc Damien prenait déjà de la drogue à 10 ans. Ouais. Et oui, ça passait vraiment à la télé, ce genre de choses. C'est psyché, hein. Ça va même plus loin, regardez. Aujourd'hui, Liquid TV. Liquid TV. Con Donali Dallola, con l'idea del mondo di Donalis.
Tu t'étonnes, ça te donnait pas le dos, domine-toi de là et donne-moi dans le dos. Donne la liste d'habitude. Donne-le là. Lida, réponds-moi déjà, pas non le là, plus mais le lion énorme. Non, le là normal, ça me dit. Dis-Lida, de là, dis donne la liste, t'étonne. Donne la liste, la tonne, t'essayes de donner certaines, c'est une anomalie. La manipulation, mais donne-moi le dos, tu n'es pas dans les lits. Mais te dis donne la liste. Décidément, la mira du domino, Lida, j'ai dans l'idée que là n'est pas la bagatée. Donne le pseudo à Lida, de la vallée des la mélodie à Liquid TV. Liquid TV. Et avec un gros fuck quand même. Alors, dites-vous que ça passait pas à 23h ou minuit. Ça passait le samedi midi vers 11h, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, ou en début d'après-midi, je ne sais plus. C'était L'œil du cyclone. Est-ce que vous aviez connu ça? Le générique, mais là, comme ça, je m'en souvenais pas. Mais le son, oui, ça, je m'en souviens. Le son. Alors, pour l'anecdote, le son, je connaissais parce que je l'ai souvent joué en quiz. Voilà. D'accord. Ah, je suis bluffé, je découvre un truc. Ah, tu connaissais pas? Ah non, j'ai raté. T'as raté ça? C'est complètement dingue, mais en même temps, les mecs, ils essayent des trucs, quoi. Mais en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, 80, début 90, Canal+, la partie claire de Canal+, en fait, n'avait pas besoin d'argent, en fait. Donc, il fallait occuper l'antenne avec des choses. C'est comme ça qu'il y a pu avoir les nuls par ailleurs, qui était complètement délirant, en fait, quand on y réfléchit, et des expériences comme ce que faisait l'élève dupe avec L'œil du cyclone. Et L'œil du cyclone, maintenant, vous faites une recherche sur YouTube, vous tapez L'œil du cyclone, l'élève dupe, et vous allez voir, vous allez tomber sur des trucs complètement hallucinants, sur des émissions. C'est pas des reportages, c'est des expériences télévisuelles. Oui, c'est vraiment ça, quoi. Et faut savoir que entre, je crois, 91 et 93, je crois que c'est à peu près, c'est à ce moment-là que ça a existé. Donc ça a existé pendant pas très longtemps. Ils ont fait plus de 80 versions du générique différentes, en fait. Donc ils sont vraiment, c'est des joueurs. Alors, qui est derrière? C'est qui Lève-Dup et Lève-Dup? En fait, c'est les frères Denis et Jérôme Lève-Dup qui, en fait... Donc c'est un vrai nom. Oui, c'est un vrai nom. Alors, est-ce que c'est leur vrai nom ou c'est un nom de scène? Je ne sais pas. Ils se présentent en tout cas comme ça, donc a priori, c'est leur vrai nom. Mais c'est vrai que c'est rigolo déjà. Ça ressemble à un anagramme comme ça. Oui, clairement. Donc c'est possible puisqu'ils font en fait ils composent depuis 78. Le plus souvent sous le nom de Lève-Dup et Lève-Dup, mais ils ont composé sur plein de noms, et ils composent des musiques de films, des spectacles, des génériques télé, des chansons, des spectacles multimédia, etc. Ils ont fait même des clips pour des chansons qui n'existent pas encore, des trucs. Ils ont fait plein de reprises, ils ont joué avec plein de gens différents. Et typiquement, leur œuvre la plus connue, c'est effectivement leur travail sur Canal+, L'œil du cyclone, mais ils ont fait plein de trucs aussi au sein de Canal+, des petites capsules comme Bouche-Gueva et des choses dans ce genre-là. Franchement, allez sur le site levdup.com et vous allez ouvrir tout un univers, énormément de choses. C'est énorme. Alors, ce qui était rigolo, c'est qu'à l'époque, c'était dans les premiers à avoir un site. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, les sites, il y avait une intro. C'est-à-dire que tu n'accédais pas directement au site. Il y avait une intro avant. Alors, ça pouvait être des intros flash, mais ça pouvait être aussi autre chose. Des intros flash, oui. Ouais, des intros flash, juste. Avant d'arriver sur le site. Et eux, ce qu'ils avaient fait, c'est que tu avais une sorte de questionnaire et tu répondais aux questions. Et en fonction de ça, tu avais des trucs bizarres qui se passaient à l'écran. C'était sous Shockwave, donc même avant Flash. Ce qui est dommage, c'est que là, maintenant, il n'y a plus moyen de faire fonctionner ce site-là. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Maintenant, si vous savez comment faire, mais ça vaut le coup. Avec le browser en revenant dans le temps. Peut-être, je ne sais pas. Faudrait tester, mais Shockwave, ça n'existe plus. Normalement, avec le browser, si tu reviens, tu vois, avec le Timeline Browser, tu reviens dans le temps, tu as vraiment l'application et tout de l'époque, donc ça devrait fonctionner. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Ça me donne plein d'idées. Mais c'est génial. Lève-Dup, c'est vraiment génial. Et ils ont fait un truc j'ai tout d'un coup, je crois que c'est 2010, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est un peu avant. Ils ont fait un truc pour France Culture. Et en gros, ils ont saisi une heure de 23h à minuit, un mercredi soir, je crois. Et en fait, ils ont fait comme si c'était une journée entière de France Info. Alors, ça s'appelle Franche Info. Et ils ont refait une journée, et une espèce de journée utopique, radiophonique, musicale, complètement barge, dans lequel toutes les bonnes nouvelles arrivent. Tous les trucs qu'on peut souhaiter. Tu vois, la Miss Univers qui dit « J'aimerais la paix dans le monde, que plus personne meure de faim et que les dictateurs soient arrêtés, etc. » Tout ça arrive. Et même plus.
Et c'est absolument génial. Et par les temps qui courent, où l'actualité est plutôt morose, je vous conseille d'aller écouter ça. Donc je vous propose d'abord d'écouter la première tranche de Franche Info, qui est en fait le début. C'est comme ça que ça commence. Vous allez voir, il est 7h du matin et c'est le début de l'actualité de la journée. Vous écoutez Franche Info, il est 7h. Un bug informatique a réparti de façon irréversible l'intégralité des richesses mondiales placées sur tous les comptes de toutes les banques de la planète en autant de parts égales qu'il y a d'humains, en faisant même bénéficier les personnes ne disposant pas de compte en banque, de versements automatiques en liquide. La pauvreté semble donc éradiquée. Nous retrouvons Vincent Bezeau en direct de la Bourse. La Bourse avec Pastige 51, solution en canular d'entreprise. Eh bien oui, Raphaël, comme vous le savez peut-être, on estime qu'en additionnant la richesse produite chaque année par l'économie mondiale, on obtient un total approximatif de 365 000 milliards de dollars, une somme qui a donc été divisée par le nombre d'habitants du globe, environ 6 milliards d'individus, qui ont par voie de conséquence tous reçu, sous une forme ou une autre, près de 60 000 dollars chacun. Comme on pouvait s'y attendre, les opérateurs boursiers sont plongés dans une confusion absolue, car s'il n'y a techniquement plus de pauvres, il est encore bien trop tôt pour percevoir toutes les implications de ce nivellement des richesses. Quoi qu'il en soit, les places financières abhorrant l'incertitude, les indices boursiers, après l'annonce de ce bug comptable, se sont complètement effondrés avant que les autorités de marché ne décident de suspendre les cotations sine die. Du côté des banques, les juristes sont à pied d'œuvre. Dans les salles de marché, on signale plusieurs cas d'intoxication médicamenteuse et plus particulièrement aux anxiolytiques. Il faut dire qu'à l'heure où je vous parle, on ne sait pas encore si le mot bonus sera rayé ou pas du dictionnaire. Et puis sur le front des entreprises, la confusion règne aussi. Une des premières dépêches qui nous soit parvenue nous informe que face à ce jackpot planétaire, la Française des Jeux ne savait pas si elle allait organiser les prochains tirages du loto. Par ailleurs, dans le cas très hypothétique où les marchés actions rouvriraient, les conseils de plusieurs grandes banques d'affaires presseraient la société horlogère Rolex de préparer son introduction en bourse. Mais je dois vous le dire tout de suite, ce pari spéculatif ne fait pas vraiment l'unanimité. Comme me confiait un trader voilà quelques minutes, franchement, quel est l'intérêt pour qui que ce soit de regarder l'heure quand l'objectif de tout le monde va désormais être de siroter des grenadines sur la plage. Bref, voilà l'état des lieux que l'on peut dresser pour le moment à la Bourse de Paris où plus rien ne se passe. Vincent Bezeau pour Franche Info. Voilà, vous avez le début de la journée. C'est génial, ça dure 1 heure et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien parce que tout d'un coup, tous les problèmes du monde se règlent et vous allez voir de quelle façon et c'est génial. C'est magnifique. En fait, on devrait faire un podcast par semaine du Gorafi ensemble. Non, mais c'est génial d'imaginer comment les choses pourraient se régler, etc. Donc voilà. C'est génial. Voilà, alors après, l'EFDUP, je vous dis, allez sur l'efdup.com, de toute façon on mettra en description les liens, donc le site internet de l'EFDUP. Franche Info, pareil, je vous mettrai le lien parce qu'il est sur le site de l'EFDUP, mais il est aussi un peu partout, donc voilà, vous pourrez le trouver. Et puis, l'idée, c'est d'aller regarder tout leur travail, c'est génial, c'est enthousiasmant et c'est inspirant. Donc allez-y, avant que ça disparaisse. C'est pour ça aussi que je voulais en parler ce soir, c'est que ce genre de choses, c'est des dinosaures par rapport à l'écriture multimédia, etc. Ils étaient sur Internet au tout début. Et malheureusement, en fait, on se rend compte que les choses disparaissent petit à petit. Les choses deviennent plus lisibles, etc. Il y a des choses qui disparaissent. L'œil du cyclone, il reste quelques vidéos sur YouTube, mais il n'y en a plus beaucoup. Il y a des choses dans ce genre-là. Donc, allez voir avant. Il y a une archéologie de l'Internet, bien. Il y a une archéologie. Il y a, comment ça s'appelle, Internet Archive, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, non ? Je sais plus. Je crois. Franchement, je sais plus. Mais voilà, ça va exister, mais ça n'existera pas pour le grand nombre. C'est ça que je veux dire. C'est allez-y, downloadez Franche Info, partagez-le avant que ça disparaisse. Écoute, moi, j'écoute ça le matin, je suis à peine réveillé, je me dis, je mets le journal pendant que je bois mon café.
Ouais, j'ai gobé toutes les informations. Hein. Ah ben tu vas voir, non mais tu vas voir. Et je pars mais heureuse quoi, Bah comme ouais, jamais. et Quoi. dis-toi que tu peux même te recoucher. Tout va bien, je vois pas pourquoi Tu vas voir la suite de la journée, je pense que même après tu te lèves, tu vas voir les potes, tu visites une planète, tu vas faire de la musique au milieu des champs et tu termines ta soirée à Bali en train de danser et de fumer des joints. Voilà. Un beau programme ça. Non, franchement, écoutez Franche Info, c'est génial. Et je vous propose pour terminer, alors les Lèvres-Dupes, ils ont fait aussi pas mal de musique, hein, vous pouvez l'entendre dans l'extrait. Et ils ont fait une musique, notamment une chanson qui s'appelle Les Fachos font chier, et je trouve que par les temps qui courent, ça fait du bien de... Et donc je vous propose comme petite pause musicale Les Fachos font chier. Ça vient d'un album qui s'appelle Siamois des oreilles, je crois. C'est un album où il y a 17 chansons faites par 17 groupes différents, mais toujours par Lèvres-Dupes et Lèvres-Dupes. Chaque groupe est en fonction en fait, du thème de la chanson, etc. Et là, je crois qu'il s'appelle La Mouche Crevée. C'est très punk. En gros, voilà, les fachos font chier, vous allez voir. Et c'est un live enregistré au moment de Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Oui, je reconnais le plateau de Nulle part ailleurs. Exactement. Allez, on y va. C'est un cauchemar, on se croirait dans un livre d'histoire. Quand on les voit à la télé, lève la main au fourchet. Tout le monde cœur tétonneux qui défile le bras en l'air. Ça ressemble comme un petit frère. Un petit clair à mes grands-pères. Qu'est-ce qu'ils ont à s'exciter? Tout ce que leur connerie aveugle et qu'ils n'ont toujours pas compris. Que certains bandes sont vraiment louches. C'est si facile de leur faire croire que c'est son âge. C'est pas de leur faute, c'est celle des autres. Putain! Les fachos font chier. 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 Moi je suis très fâché. Les fachos font chier. Vous êtes sûr? Dans les bars, les enturbanés, les cadors de la télé affirment que c'est dans le devant que tout ce qu'ils ont pas. Ils l'auront. Ils veulent même pas la liberté. Tout ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Et aussi les gosettes. Pour le respect des traditions. Malheureusement, les dictatures, surtout quand elles sont prolongées, même si elles créent des réactions, rendent les gens très 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 bons. Quand enfin ils sont libérés, c'est pour les se foutre sur la gueule. Au nom de prédestination et pays ou religion. Les fachos font chier. 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 Moi je suis très fâché. Les fachos font chier. Vous êtes sûr? C'est ça qu'il faut voir. Et voilà. Très énergique, hein. Juste le petit lapin jaune et claviériste, je pense que c'était les plus calmes.
C'est clair, tu peux couper, tu peux revenir vers nous. Mais en fait, je comprends mieux. En fait, des mecs comme Didier Super, c'est directement les héritiers de ça. Il y a quelque chose, oui. De toute façon, là, il faut voir qu'ils ont travaillé avec plein de gens. On aura l'occasion d'en discuter après. En tout cas, allez voir sur Wikipédia les travaux qu'ils ont fait, fureter, allez voir dans les coins. Vous allez découvrir plein de choses sur le net. Et voilà. Et je crois que c'était Denis Lefdup qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, pas si longtemps, il y a 5-6 ans, un album qui s'appelle L'ascenseur en panne. Parce qu'il faut savoir qu'il est en chaise roulante et donc c'est galère. Et il est resté coincé à cause de l'ascenseur en panne et il a fait un album qui vaut le coup. Voilà. Je vais noter l'ascenseur en panne. Voilà. Alors après, je crois qu'il est difficile à trouver parce qu'ils sont en dehors des trucs habituels. Tu vas pas le trouver sur Spotify ou des trucs dans ce genre-là. C'est ça. Je crois que sur Bootcamp ou des choses dans ce genre-là, tu as des chances de le trouver, quoi. Regarde sur Dailymotion peut-être. Non, je pense pas. Je sais pas, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'élève dupe. Et sans transition, nous allons passer à Julien qui nous parle de TM. On dit ça comme ça? C'est TM? TM, oui. Ouais, c'est TM. C'est ça. De la BD réunionnaise. Ça s'appelle Thierry Monnier. J'ai ma tablette qui se carapate. N'hésite pas à bien parler dans ton micro, c'est important. Oui. Hop, je vais écouter les conseils de Papa Damien. Ouais, mais alors je l'embête parce que là je lui dis de parler dans un micro. Il est au plein milieu de mon texte. Je peux pas voir mon anti-sèche correctement, tu vois. J'apprends pas mes textes par cœur. Quoi? Comment ça? C'est inadmissible. Voilà. Alors, donc oui, voilà. Moi, je vais vous parler de TM et un petit peu de BD réunionnaise. Voilà. Et donc, Gauthier a la gentillesse de nous mettre à l'écran la couverture d'un album de bande dessinée sorti en 2024. Voilà, qui s'appelle 20 décembre, Chronique de l'abolition. Voilà, où on voit la figure d'un jeune homme avec une couronne de vanille autour de la tête. Ah, c'est de la vanille, c'est ça, je le demandais. Voilà, et derrière lui, tout un peuple entre joie, travail et rébellion, on ne sait pas trop. Voilà, et c'est un petit peu ça le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Alors déjà, parlons de TM. Qui est ce garçon? Thierry Monnier. Déjà, moi j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour TM. Déjà parce que ces personnages qui parlent en créole, le plus connu étant Tiburce et ses amis, ils m'ont aidé à comprendre et à assumer ma langue et mon héritage quand j'étais à La Réunion. Ils me rappellent mes joies simples d'enfant quand je jouais dans les ravines du Tampon. Et le fait que le modèle culturel et démocratique français, en fait, c'est peut-être qu'un fantasme. Avec des belles idées, certes, mais aussi ses failles, ses non-dits et ses contradictions, quoi. Voilà. Et Thierry Monnier, et aussi son gamin créole, d'ailleurs, son héros de Tiburce, c'est un métis plutôt blanc. C'est un peu comme moi, c'est un yab, un petit blandéo. Voilà. Il est un peu vaniteux. Un carteron. Il est un peu couillon. Il est provocateur et canaille, mais au fond, il est gentil et généreux. Et voilà. Comme moi, je ressens que, en fait, ce garçon, il a vécu le choc culturel avec la France. La France avec un grand F, quoi. Celle qu'on t'a raconté toute ta vie, puis quand t'arrives et que tu la vois en vrai, c'est vrai qu'il y a des Japonais qui s'en remettent pas. J'ai pas que. Voilà. Voilà. Et donc, en gros, il a fallu tout le ressort de l'humour pour se remettre de cette désillusion. Et pour commencer le long travail de questionnement. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce qu'être créole, créolisé, libre? Alors, peut-être va pas trop vite, Gauthier, parce que je vais présenter ensuite elle est chouette, cette image en dehors de ça. Du Maroui, elle est très, très belle. Oui, voilà. En fait, le travail de questionnement de tous les créoles, mais de tout le monde en général, je pense, c'est voilà, qu'est-ce que l'identité? Dans notre cas, c'est qu'est-ce qu'être créole, qu'est-ce qu'être créolisé, ce qui est peut-être pas la même chose. Qu'est-ce qu'être libre? Ça, je pense que tout le monde devrait se poser la question. Pourquoi l'esclavage et les colonisations qui ont fait des millions de morts et de déportés sont moins visibles et lisibles dans les livres d'histoire que la Shoah ou le nazisme? Voilà, c'est une question qui peut être posée. Encore qu'il y a du progrès quand même ces dernières années, mais voilà. Et puis cette question qui rampe au fond, mais vraiment, est-ce que c'est fini tout ça? Est-ce que l'esclavage c'est quelque chose qui est derrière nous, ça appartient au passé, ou est-ce que ça continue ailleurs sous une autre forme,
devant chez nous, dans les usines, comme ces jeunes Chinois qui travaillent dans les usines de Foxconn. Je viens de finir un petit livre qui s'appelle « La machine est ton seigneur et ton maître », qui est absolument édifiant sur la jeunesse chinoise qui va travailler dans les usines qui fabriquent les iPhones, les tablettes Samsung, etc. et qui perdent leur vie, enfin qui vont jusqu'au suicide, quoi. Et au lieu de leur donner de meilleures conditions de travail, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute des barreaux aux fenêtres de leur atelier pour pas qu'ils sautent, quoi. Enfin, c'est encore pire, en fait. Ça, c'est clair. Et à l'heure actuelle, certains économistes parlent de techno-féodalisme pour la société dans laquelle on est en train d'évoluer, quoi. Donc, on n'en sort pas. Voilà, c'est ça. Je pense que, en fait, voilà, c'est ce que j'aime chez TM. Voilà, c'est donc quand il sort chez Dargaud cet album, 20 décembre. Donc on parle du 20 décembre 1848, c'est le jour de l'abolition de l'esclavage où Sarda Garriga proclame l'abolition de l'esclavage à La Réunion. On suit l'histoire d'Edmond Albius, c'est un ancien esclave qui a découvert le processus de fertilisation manuelle de la vanille. Alors, il y a plusieurs histoires, hein. Il y a l'histoire romancée, celle qui dit qu'il a obtenu sa liberté grâce à son intelligence, alors qu'il avait 12 ans au moment où il trouve ça, etc. Et puis, la vraie version est probablement beaucoup plus sordide que ça, quoi. C'est qu'en gros, son maître l'a envoyé expliquer à tous les autres planteurs comment il fallait faire, et puis lui, il est mort dans la misère, quoi. Voilà. Mais voilà, donc ça fera la fortune de certains, pas forcément la sienne. Mais surtout en toile de fond, c'est celle de l'abolition de l'esclavage, alors qu'on est en pleine révolution industrielle. Et donc, elle ne se fait pas par pur altruisme, évidemment. Il y a aussi les revers qui viennent avec, quoi. Voilà. Et donc, dans 20 décembre, finalement, il a co-signé cet album avec Apollo. Qui signe le scénario. Ça parle de l'île de la Réunion, mais ça parle de toutes les îles créoles, dans le fond, et pas que les îles d'ailleurs. Je pense que aussi les anciennes colonies un peu partout. Et voilà. Et même si cette histoire elle est romancée et simplifiée pour les besoins de tenir dans une BD de 80 pages, TM et Apollo ils sont assez malins en fait pour brosser quelques réflexions sur la société coloniale, où ils arrivent à pas être accusateurs ou complaisants. Enfin, on va pas juger les héritiers de cette histoire maintenant sur ce qu'ont fait leurs grands-parents ou plus. Enfin, c'est plutôt... Est-ce qu'on se pose des questions à la fin de la BD ? Oui, clairement. Oui. Entre les lignes, ça nous parle de marronnage, ça nous parle des chasseurs d'esclaves, ça nous parle du pouvoir de la presse. Et ça s'est pas arrêté au milieu du 19e siècle. Et du deal qu'a fait la Jeune République avec les possédants aussi. Tout comme aujourd'hui, nos républiques sont dans une négociation permanente avec les pouvoirs financiers, quoi. Voilà. Donc on va retrouver ça. Voilà. Le travail qu'il fait depuis 20 ans, moi je le trouve remarquable pour sa justesse documentaire. Parce qu'il partage avec Apollo, qui a repris la direction du Cri du Margouillat, et on peut peut-être défiler, Gauthier, si tu veux bien, sur la couverture de ce magazine. Elle est géniale, cette planche. C'est le Cri du Margouillat, c'est à la BD réunionnaise ce que Métal Hurlant a pu être ici en Europe, pour ceux à qui ça parle. Okay. Ça parle de pirates, ça parle voilà, c'est de Makuta. C'est un bouillon de culture, c'est expérimental, t'as des jeunes et des vieux qui font des propositions graphiques là-dedans qui sont absolument remarquables. Mais surtout, quand ils parlent d'histoire, c'est extrêmement documenté. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux couillons-là, ils font ça depuis 20 ans, 30 ans, quoi. Voilà. Ils ont même tiré un album de leur séjour répété aux archives départementales de La Réunion, qu'on peut voir un peu plus loin, qui s'appelle sobrement « Aux archives », où ils racontent un peu les affres de ça, hein. Je veux dire, le travail ça prend des mois des fois pour avoir une info, quoi. Je veux dire, par quel bateau est arrivé un tel, est-ce que c'est vrai que tel planteur avait autant d'esclaves, etc. Voilà. Et donc en fait, tout en étant consistant au sein d'un même album, il a un style graphique qui finalement est assez souple, comme on peut le voir ici, par rapport aux différentes vues, à la complexité de la colorisation. Il s'emmerde pas trop avec ça. C'est assez libre d'un album à l'autre. En fait, je pense que dans le même esprit que Möbius ou Johannes Farr, c'est quelqu'un qui privilégie la simplicité symbolique à la masturbation esthétique.
clairement. Alors, je suis pas en train de cracher sur 13 ou sur des trucs comme ça, qui sont des bandes dessinées magnifiques, mais c'est hyper réaliste. Joliment dit. Voilà. En même temps, Moebius, des fois, il partait bien dans certains délires esthétiques. Ah, et puis devenir esthétisant quand il a pris beaucoup de drogue aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand il partait là-dedans, derrière, il y avait les autres qui regardaient ça et qui disaient « Waouh, j'ai envie de faire la même chose ». Oui, c'est clair. En fait, ce qu'on pourrait faire, si on peut défiler sur l'image suivante, où on voit ces premiers personnages, ce Tiburce, là on voit des caricatures à partir de documents d'époque qu'il a trouvés aux archives. Mais ensuite, la suivante, c'est ça. Voilà, tu vois, là tu es vraiment dans la galerie de personnages typiques de La Réunion. Alors tu as le maire, le bourgmestre complètement truand, qui fait des deals avec tout le monde, le père alcoolique, le boutiquier chinois, le marchand de fringues qui vient du indo-pakistanais. En fait, tu as des communautés qui ont la main mise sur certains produits, sur certains produits d'importation à La Réunion. Tu retrouves ça, c'est vraiment dans les clichés de la société réunionnaise. Et tu sens qu'il y a beaucoup d'empathie en fait dans tous ces personnages. Il est touché par la multiplicité culturelle et ethnique. Un peu comme à Bruxelles. C'est pour ça qu'on aime bien se retrouver à Bruxelles, les Réunionnais. Je crois. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la culture zambrocal. Zambrocal, c'est un plat, c'est une cuisine où tu mets tous tes restes dedans et tu mélanges tout et c'est bon. Voilà. Et donc après, il élargit ça à la culture des banlieues. Il a fait une série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Malika, plutôt destinée aux ados d'ailleurs. Mais ça parle aussi bien aux Parisiens qu'aux Réunionnais, quoi. Voilà, Malika Secousse. On sent qu'il y a un air de Ségara dans le titre déjà, mais, mais ça se passe clairement dans une cité, quoi. Voilà. Et voilà. Moi, je voulais parler de 20 décembre, mais finalement, voilà, j'ai bifurqué sur l'histoire de ce gars-là, de TM, parce qu'en fait, je pense que toute sa carrière, c'est un parcours remarquable. C'est une fois qu'il a... il a été primé, il a été primé à Angoulême, il a été primé par l'association des critiques des journalistes de BD. Voilà. Mais c'est un type qui, tout en ayant l'air d'avoir un dessin un peu léger comme ça, un peu très très. Il fait passer son message très lourd derrière. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un engagement sur des sujets difficiles et sur l'importance de la médiation mémorielle. Pour moi, son histoire, c'est Piment Oiseau, celui qu'on voit en ce moment là. C'est ce qu'il a fait de plus puissant. Ça raconte l'histoire des enfants de la Creuse. Et moi, cette BD, chaque fois que je la lis, je pleure. C'est des enfants qui ont été qui ont été pris à La Réunion et importés en métropole. C'est une déportation, oui. Alors après, il y a un débat sur est-ce que tout le monde a souffert de cette situation, comment ça a été fait, est-ce que c'était ça a débordé ou quoi. Enfin, je veux dire, on peut rentrer dans le détail, mais le principe, c'est qu'en fait, voilà, dans les années 60. Vous avez des centaines d'enfants qui ont été enlevés à des familles qui, certes, étaient pauvres, qui vivaient dans une certaine précarité, mais ils ont été envoyés pour repeupler les campagnes françaises dont les enfants s'étaient barrés à la ville, quoi. Et souvent contre leur gré et contre celui des parents qui avaient signé un truc sans vraiment savoir lire et écrire, sans comprendre tous les tenants et aboutissants. Enfin, Et puis il y a une honte par rapport à ça aussi, tu vois, de dire voilà, j'ai vendu mes enfants, mais au même moment où on leur enlève leurs mômes et on les envoie repeupler les campagnes françaises, on les envoie pas forcément comme esclaves, hein. Ils sont adoptés par des familles de paysans français. Je pense que certains d'entre eux ont été très bien traités, éduqués, etc. D'autres, par leur couleur de peau, ou toi, ont eu l'impression de subir un deuxième esclavage. Enfin, je pense que c'est vraiment des parcours individuels, mais à la base, il y a quand même un arrachement. Et ce qui s'est passé d'encore plus terrible, c'est qu'en fait, on a échangé cet arrachement contre les équipements du confort moderne à La Réunion. Donc, quelque part, il y a une espèce de tabou dans les familles. Tu ne vas pas dire que tu as vendu tes enfants pour Après, c'est pas vendu non plus. Enfin, oui, pour certains. Je pense que pour certains, c'est perçu comme ça. C'est ce qu'on peut retrouver dans certaines familles. Donc, en fait, la reconnexion de ça, pour ceux qui font la démarche, elle est très difficile. Il y a des associations qui se battent depuis 30 ans pour essayer de reconnecter les familles, parce qu'ils ont changé de nom, enfin, c'est compliqué, quoi, voilà. Et Piments Oiseaux, ça raconte ça. Et TM, il a réussi à transmettre ça. Je pense, enfin, moi je chiale à chaque fois que je lis ça. Et pourtant, je connais l'histoire depuis 20 ans. J'ai travaillé avec André Robert là-dessus il y a déjà 20 ans, quoi. Voilà. Donc en fait, je m'excuse, je voulais parler de 20 décembre à la base, de la sortie de 20 décembre. Mais finalement,
faisant mes devoirs et en travaillant sur son auteur, je pense que le parcours de TM est intéressant parce que finalement, il faut lire un peu tout ce qu'il a fait, quoi. Peut-être Tiburce, c'est plus drôle pour les Réunionnais, c'est des blagues en créole sur les naïvetés de l'enfance créole, mais voilà, moi, quand j'ai publié modestement chez des livres de contes qui s'appellent Boitande chez les éditions KA il y a 20 ans, en créole. Et j'avais l'intuition qu'il fallait faire un pont entre l'histoire dure, celle des frises et des dates et tout ça, et la somme des petites histoires qui font celle avec un grand H, en fait. Et voilà, des petits courages, des petites lâchetés, en fait, de la mangrove du quotidien, quoi, qui fait qu'il n'y a pas de gentils et de méchants, mais qu'en fait, à la fin, on est tous dans une espèce de bateau comme ça, dont on hérite ensemble. Et donc, il y a des époques pour lesquelles il n'y a pas de photos et pas de films, dont celle-là. Je me demande même, mais on va en parler peut-être avec Baudouin en suivant, puisque le film d'Hychen Dimettre, c'est aussi une transposition de ça. Voilà, je pense qu'il y a des sujets pour lesquels ce serait trop dur, voire indigeste, en fait, de mettre des images réelles dessus. Oui, parce que si tu veux que ça soit pris au sérieux, même si tu fais un détournement d'image, si c'est trop léger, ça va pas faire passer le message, quoi. Oui, mais si c'est trop réaliste, c'est pareil, en fait. Aussi. Si c'est trop dur, tu vas dégoûter les gens du sujet. Or, tu vois, la jeunesse d'aujourd'hui à La Réunion a besoin de connaître cette histoire. Elle a besoin de connaître l'histoire des enfants de la Creuse. Elle a besoin de connaître l'histoire d'Edmond Albius, de l'abolition de l'esclavage, etc. En fait, quelque part, la pseudo-légèreté avec laquelle toute l'équipe du magazine Le Cri du Margouillat et TM et Apollo en particulier arrivent à le faire. Je trouve, on leur a reproché en fait d'être un peu léger dans les scénarios, par exemple, de manquer de profondeur dure. J'ai lu ça dans quelques critiques. Pour moi, non, au contraire. Je pense que ça sert le propos. Ça sert ce besoin qu'il y a d'éveiller à la conscience d'un événement qui a vraiment eu lieu, de le rendre accessible. Et ensuite, après, les gens creusent par eux-mêmes, quoi. Mais c'est comme ça que je le vois. Les enfants de la Réunion, je pense que les Français, parce que c'est une histoire aussi dans laquelle ils ont parti en fait. Mine de rien, en fait, l'histoire de la colonisation, etc. Même si tu n'en es pas direct. Moi, je me souviens, je viens de Nantes. Nantes s'est construit sur le commerce triangulaire et c'est important de le savoir, en fait. Pareil pour les Belges, je veux dire, l'histoire de la colonisation belge, c'est du costaud aussi, hein, dans le genre. Et je pense que c'est pas seulement ceux qui sont concernés. Ce qui est important, c'est justement d'essayer de faire comprendre à ceux qui, à la limite, se disent bah ouais, c'est une vieille histoire, je comprends pas. Il ne faut surtout pas oublier l'histoire. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Oui, et puis surtout pour pas que ça se reproduise, en fait. Construire l'avenir, c'est de toute façon, c'est un peu pas construire un avenir sans connaître son passé, quoi. Les deux marchent ensemble, c'est clair. Voilà. Et pour moi, c'est des gens qui sont inspirants. Et je suis ravi aussi de voir que des gens qui continuent à m'inspirer aujourd'hui se sont inspirés d'eux pour faire des choses. C'est Marion Montaigne, celle qui fait Professeur Moustache, Tu m'auras moins bête. Que si vous ne connaissez pas, je vous recommande de foncer sur YouTube, voir le travail il y a moyen de tous les voir. C'est de la médiation scientifique, c'est extrêmement drôle. C'est une fille qui a grandi à La Réunion, à Saint-Denis, puis ensuite est venue en France pour faire ses études, sa carrière, voilà. Et je trouve que c'est directement les héritiers de ça, de la bande du Cri du Margouillat, quoi. Voilà. Okay. Donc moi, en fait, je voulais leur dire merci dans cette chronique, déjà. Et donc après, je vais pas traîner plus longtemps. Je vais m'excuser auprès de Gauthier parce que, comme d'habitude, je vais dans tous les sens, donc il n'arrive pas à suivre, d'illustrer ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, juste pour faire simple et conclure, je dirais... tout ce que je vous ai montré, tous ces livres dont je vous ai parlé, on sera présent le dimanche 10 novembre à la Maison des Anciens de l'ULB à Bruxelles pour présenter nos artistes, ceux de la galerie, dont Yvel Champagne, un photographe haïtien. Il y a une interview d'ailleurs sur le site... dont on a publié l'interview hier. Hier, waouh. Voilà, sur la chaîne YouTube et sur le site de la galerie Non Peut-être.art. Et voilà. Et donc on tiendra aussi un stand, enfin je pense qu'on va présenter nos artistes, mais on sera toute la journée présent sur place, donc je viendrai avec notre bibliothèque en fait, avec tous nos livres sur l'histoire créole. Alors ça va de choses très sérieuses, des livres universitaires, à des choses plus légères comme des livres pour enfants, des illustrateurs et les bandes dessinées de la bande du Cri du Margouillat.
Voilà. Alors, on n'est pas les organisateurs de cet événement, il faut quand même que je les remercie de nous inviter. Ça s'appelle Les Filles des Îles, ce sont des Mauriciennes que j'ai rencontrées la semaine dernière. Elles sont adorables. Vous allez les kiffer, il faut venir. Super, rendez-vous pris. Super. Merci pour ce voyage, Julien. Merci. Et on va partir encore plus loin vers l'Est. On quitte l'île de la Réunion, on continue vers l'Est et on remonte un petit peu. 3 continents. On passe 2-3 continents et hop, on arrive... on arrive en Corée. On arrive en Corée où il y a un drama. Vas-y, explique-nous là, un drama dans la K-pop. C'est quoi cette histoire? Moi, vous savez, moi, je kiffe tout ce côté asiatique, le Japon, la Corée. Ça m'interpelle, ça m'intéresse. Déjà, pourquoi ça m'intéresse déjà? C'est au niveau de la différence culturelle. Et en fait, là, c'est l'exemple qui vraiment montre à quel point ça a pris une ampleur exagérée, justement, ce drama qui se passe en ce moment. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Rise. C'est un groupe de 7 garçons, moyenne d'âge 22 ans. Enfin, il y en a 4 qui ont 19 ans, et les 3 autres ont 22 ans. Donc, c'est pas très vieux, quoi. Voilà, c'est le boys band, on va dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parce qu'on peut déjà peut-être mettre un petit extrait du morceau que tout le monde connaît, enfin, ceux qui sont dans la sphère K-pop connaissent. Ouais, je connais. Pas du tout. J'ai entendu. Oui, je connais. Tu m'as déjà entendu Momoté en jouant, non? Oui. Ouais. Bon, alors on va se striker. Ça, c'est déjà. Oui, c'est pour ça je demande à couper directement. En dehors de ça, les Japonais, les Coréens, dès que tu passes un extrait de quoi que ce soit, mais c'est. Ils sont au taquet. Et tu peux même pas dire je m'en fous de la pub, vous la prenez, je diffuse mon truc. Non, tu peux même pas. C'est bloqué. Non, il y a des gens qui sont payés pour ça chez eux. Ouais, enfin voilà, donc. Ce gros choc culturel, pourquoi? En fait, je vous explique. C'est que déjà, c'est la 5e génération. Enfin, il y a plein de choses à expliquer sur la K-pop, mais je vais faire simple, condensé. Là, on est dans la 5e génération. Donc, ce sont des petits jeunes. Ils ont été trainés, donc ils sont entraînés pendant des années avant de pouvoir débuter. Ils ne savaient pas s'ils allaient débuter, c'est-à-dire passer vraiment devant la grande scène, faire le tour du monde, machin, les concerts. Enfin, le tour du monde, entre guillemets, l'Europe, non. Mais voilà. Allez, un de ces quatre, tu pourras aller voir à la. Non, ils commencent. Ils mettent un petit petit pied ici. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, en Corée, une idole, donc ces jeunes garçons qui chantent, ce sont des idoles. Une idole, c'est tout lisse, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf, personne n'y a jamais touché, ils n'ont jamais rien fait de bien. Tu vois, il y a ce côté aussi très. J'allais dire physique, non, mais l'apparence qui passe en premier. Et donc, ils sont tout clairs, tout neufs. Mais ce garçon, en fait, dans le groupe, il y en a un qui pose problème. Un seul, qui a 19 ans, qui commence. Et en fait, si tu veux, avant d'être idole, il a eu une vie. Donc, il est sorti, il a eu des petites copines, il a fumé des cigarettes. Il a eu une vraie vie, tu vois. Il a fumé des cigarettes. Mais je rigole, mais à cause de ça, ouais. Ils ont, donc les fans coréens, donc les fans, vraiment le fanbase de base, ont demandé à ce qu'il soit viré du groupe. Waouh, d'accord. Mais pour te dire, c'est des poupées plastiques, en gros, quoi. Ah ouais, non, tu n'existes pas, quoi. Tu existes pour moi, c'est moi qui paye, c'est toi. Donc en gros, si tu veux, ils venaient à peine de débuter, ils ont débuté donc l'année passée, en 2023, ils ont commencé, donc ils ont à peine 1 an d'existence. Mais en fait, les gens, donc là-bas, ils protestent à cause de ça. Il est parti en ce qu'on appelle en hiatus, donc ils l'ont mis en pause pendant plus ou moins 1 an. Mais où il y a le problème culturel, le choc culturel, en fait, c'est qu'il y a des fanbases. Il y a le fanbase international et tu as le fanbase coréen. Le fanbase international est de plus en plus énorme. Il prend de plus en plus d'ampleur parce qu'il faut quand même savoir qu'eux, quand ils mettent un clip en ligne sur YouTube, c'est 24 millions, c'est 13 millions, 60 millions de vues. Le clip, quoi. Ils n'ont pas encore sorti, ils sortent à peine leur premier album. Hein. Donc voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas pardonné. Donc, ils se sont dit, ils le mettent de côté, 1 an, voir si jamais ça se calme, si on n'en parle plus, si plus rien. Et puis, ils l'ont fait revenir. Mais ils l'ont fait revenir, pourquoi? Parce que les fans internationaux ont demandé à ce qu'ils reviennent. Mais les fans coréens ne sont pas d'accord pour qu'ils reviennent.
Donc en fait, ils l'ont fait revenir. Wow. Ouais, non, mais je C'est t'explique un le drama. drama. Attends, c'est même pas ça le pire. Donc qu'il y a ils l'ont deux fait groupes, revenir. deux apparences différentes. Ils ont annoncé qu'il revenait pour que 2 jours après, il annonce lui qu'il part. En gros, ils l'ont aidé à partir, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il annonce qu'il part ? C'est parce qu'en Corée, quand ils sont pas contents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commandent des trucks, donc des petits camions comme ça, avec des messages dessus, et ils envoient ça à donc SM, le building, donc j'allais dire, je cherche l'équivalent, c'est pas le producteur, mais enfin bon, la société qui les gère, le manager, ouais, c'est même encore plus quoi, l'équivalent de Sony, disque, voilà, l'équivalent de Sony. Donc ils envoient des camions de protestation, donc c'est des camions avec des messages dessus. Pire, c'est qu'ils envoient des germes mortuaires. Donc, il y en avait tout le building comme ça, sur toute la rue. Parce à un tel point que la société qui fait les commandes a dû poster online, faire des messages pour dire qu'il n'avait plus de fleurs pour faire des couronnes mortuaires, parce que c'était pas possible. Mais maintenant que lui a décidé de partir, tu as les fans internationaux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que les fans coréens ne lui pardonnent pas d'avoir eu une vie avant, à un tel point que, en fait, la maison de disques a décidé de fermer le fanbase, donc tous les moyens de communication des fans internationaux. Donc plus de commentaires, plus de messages, plus rien, ils ne savent plus du tout ce qui se passe. Quoi. Wow. Il est là le problème, en fait. Et en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi, d'où le choc culturel. Il faut savoir quand même qu'en Corée, quand tu es fan d'un groupe, tu es fan d'un groupe pour la vie, tu payes exagéré pour ça. Les fans internationaux, ils ne payent pas autant, mais ils ne sont pas fans d'un seul groupe. Mais il y a une histoire aussi de... comme ils n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient, une histoire de boycott, de désabonnement, de laisser tomber, on ne va plus les suivre, plus rien. Donc ils ont perdu des followers aussi à cause de cette histoire. Et moi, ce que je trouve le plus, pour conclure, ce que je trouve le plus triste dans tout ça, ces jeunes, ils y sont pour rien. Je veux dire, ils ont une vie. Je veux dire, il faut arrêter de croire qu'ils sont tout lisses, tout neufs, tout beaux, on n'y touche pas, on fait rien. Et moi, je trouve ça dégueulasse aussi parce qu'en fait, ils y sont pour rien. Parce que le reste du groupe est en train de payer pour un égoïsme mal placé. Voilà. En fait, finalement, on arrive à une forme de décadence du truc. C'est-à-dire que comme tous les boys bands qui sont recrutés sur cahier des charges... tu n'existes pas, tu n'as pas de personnalité. C'est un produit, quoi. Et donc, ils ne sont... Oui, ils achètent ce fantasme, en fait, et ce fantasme doit correspondre à tel et tel truc. Il ne faut surtout pas que ça dévie de ce truc-là. Tout à fait. Waouh. Moi, ça me révolte, hein, mais je ne suis pas la seule. Après, voilà, je suis mal placée quelque part pour voir, mais je dois quand même donner mon avis, je trouve ça dégueulasse pour justement le reste de la bande, et même pour lui, parce que tu vois que lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste vécu, il a eu une vie, quoi. Et donc, il a tout perdu à cause de ça. On n'aurait jamais pu être idole, Baudouin, je crois. Ah, mais laisse tomber. Non, alors déjà, les heures d'entraînement, c'est au moins du 6-7 heures à faire des chorégraphies. Non, mais on est 4, là, je suis sûr qu'on peut faire un truc. Est-ce que t'es prêt ? Allez, la petite chanson. Carnivore Band. On y va, on fait un petit... The K-Carnivore. Mais voilà, il y a énormément de choses à dire parce qu'en fait, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, et je pense que le sujet est beaucoup plus lourd et beaucoup plus intéressant quand on gratte un peu, voir ce qu'il y a derrière, en fait. Et donc voilà, moi, je voulais quand même mettre le Love Wayne One, qui est le dernier, enfin pas le dernier, mais c'est un petit morceau, le côté doux, en fait, de Rise. Il aura une carrière solo internationale. C'est pas gagné, non, justement. Pas gagné, non. Il est cramé de chez cramé. Oui, mais il part aux États-Unis, il signe. Non, une fois que t'es cramé en fait, Corée. Il ne pardonne pas qu'il ait eu une petite amie. C'est ça qu'il ne pardonne pas. Et ça ne passe pas. Ça fait quand même 1 an. Hein. Oui, mais il pourrait partir aux États-Unis et faire une carrière aux États-Unis. Non, il va juste partir à l'armée. Et quand il reviendra à l'armée, ça sera la même histoire. Quoi. En fait, c'est comme ça qu'ils font aussi. Ils les mettent de côté. Et après, chez eux, c'est 2 ans l'armée, le service militaire. Hein. Ouais. Et ils les envoient à l'armée. Non, puis en plus, ça chauffe en ce moment là du côté de la Corée. Bon, allez. Je veux dire. Tu peux mettre le Wayne One pour ça. Ouais. 이번 발사는 하나의 발사체에 6개의 위성을 실어보내는 것으로 감사합니다. 가능성도 배제할 수 없습니다. Parce que tu parles, toi, en plus. 네. 한국어 말아요. 유의미한 실험이라고 봅니다. 의자드가 무사히 évidemment. 도착할 경우 Ouais, l'intro. C'est mon téléphone ou quoi? Non, c'est le tien. Il y a encore un viewer qui laisse son téléphone. Let's go. Back in my heart, that girl's a killer. Love so
peu le... Une petite vibe comme ça. Hein. Un peu de Tupac, that's the way it is. Oui, il y a de tout là. Tous les effets, les machins. Je crois que c'est pour ça qu'il marche bien. Tu vois, ce côté nostalgique comme ça. Ouais. Alors là, au niveau voix, on est vraiment sur les boys band. Là, ouais. Carrément. Ils sont combien, 7 ? Ils sont 7. Enfin, ils seront 6 après, mais ils sont 7. Oui. Après, il faut savoir qu'il y a un main dancer, il y a 2 danseurs, il y a des rappeurs, il y a le vocaliste. Enfin, tu vois, c'est un combo, quoi. Un combo de plein de trucs. Chacun a sa place, chacun son rôle, quoi. Voilà, bon, on va couper avant de se faire striker parce que là, je pense que... Alors, ça se trouve sur YouTube, vous aurez la partie... Rise. Moi, la musique. R-I-I-Z-E. On n'aura pas eu le choix. On va voir, je vais essayer. Je vais essayer de faire passer le truc, mais je garantis pas. Généralement, c'est 30 secondes que tu peux mettre. On était dans les 30 secondes. Je suis sûr que le trailer de tout à l'heure de KG Number 8, pareil, je vais me faire striker. Oh mais on verra, on va tester. Écoute, je me suis pas fait striker pour ni chaîne ni maître. Oui, mais c'est pas... Oh, quelle transition. On sent le professionnel. Allez, vas-y. Allez, trailer. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rondi dans la 3e règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! Hamgaman. Hamgaman Magan. Je cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Les poules combo dur. Mon nom qui s'en va là. C'est notre île, pas la vôtre. Alors, Baudouin. Avoir ce trailer, ça met encore pas mal d'émotions. Hein. Donc, film réalisé par Simon Motairou, qui est sorti en salle le 18 septembre, donc le mois dernier, qui est toujours disponible, je pense, du côté de l'UGC Toison d'Or. Donc, ce drame historique se déroule en 1759 sur l'île Maurice, alors appelée Île-de-France. L'histoire suit Massamba et Mati, 2 esclaves travaillant dans la plantation d'Eugène Larsonnet. Massamba rêve de voir sa fille affranchie, tandis que Mati souhaite échapper à l'enfer de la canne à sucre. Un soir, Mati s'enfuit, ce qui pousse Massamba à devenir un marron, un esclave fugitif qui rompt avec l'ordre colonial. Camille Cotin joue le rôle de Madame la Victoire, une célèbre chasseuse d'esclaves engagée pour traquer Mati. Le film met en lumière les thèmes de l'esclavage et la quête de liberté, et il est le premier long métrage de Simon Motairou en tant que réalisateur. Donc moi, je vous recommande vraiment ce film. Allez le voir parce que c'est vraiment une belle claque cinématographique. Et quand même produit par Studio Canal aussi. Ouais, et surtout, écoutez l'interview que tu as faite. Oui, aussi, il y a une interview qui est disponible. Qui est disponible, vous cherchez sur le site de l'Œil Carnivore, sur le YouTube de l'Œil Carnivore et vous allez le trouver, aussi sur le YouTube de Saturday Night Panic. Allez l'écouter, c'est une super interview, vraiment très très chouette. Voilà. Moi, comme je vous dis, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film. Voilà. On en a vu pas mal des films cette année, on a fait du bif, on a fait des sorties de ciné, mais alors oui, je le mets dans le top 3 de films. Pourquoi ? Parce que c'est un thème qui n'est pas assez abordé. Et ce qui est génial dans ce thème, dans ce film, c'est pas un film pour haïr, c'est vraiment un film pour se rappeler de l'histoire. Voilà, c'est vraiment ça qui est assez intéressant. Bon... On a des films américanisés comme 12 Years a Slave ou alors Amistad, ce genre de trucs-là. Mais
c'est américanisé. Et je trouve que justement, la France devrait aussi parler de ces histoires qui sont un peu, pas dire honteuses, mais elles font partie de l'histoire. Hein, enfin voilà. Et voilà, moi, ça a été vraiment mon grand étonnement que ce soit Studio Canal qui produit ce film. Il y a une nouvelle génération, ouais. C'est sûr. Moi, je suis totalement pas neutre, hein, évidemment, que je plus sois à 10 000% ce travail-là, quoi. Mais alors c'est très paradoxal parce que j'ai en fait tous les réseaux de chercheurs, d'historiens, de muséologues, de personnes engagées dans la transmission de la culture créole, tout le monde me parle de ce film depuis un mois. Je passe pas 2 jours sans que j'entende parler. Et ailleurs, c'est le grand silence. Donc je suis d'accord avec toi, Baudouin. Il faut passer le mur du son. En fait, en tout cas, il faut passer le mur de se dire c'est pas un film pour moi ou c'est pas un sujet qui me touche. C'est pas parce que c'est loin, que c'est dans l'océan Indien que c'est pas notre histoire aussi. C'est aussi ce qu'on essaie de faire avec Forget Me Not, c'est de montrer que tu vois ces histoires de l'époque où les Néerlandais contrôlaient la moitié de l'océan Indien avec le commerce de l'indigo, etc. C'est la même période tout ça. Il y a un bruit que j'entends et que je sais pas d'où il vient, mais c'est pas grave. Vas-y, allez-y, je le choperai avec de l'IA à la fin. Mais il y a un Vous l'entendez aussi ? Oui, je l'ai entendu. Ah, c'est peut-être. Ah, si, ça peut être ça. Ça peut être ça au contact de ça, en fait. Ouais. Ah non, parce qu'il n'a pas touché. C'est pas grave. Mais non, continuons. On l'entend plus. C'est fantastique. Voilà, c'est bon. Fantastique. Voilà. Oui, mais de toute façon, de manière générale, évidemment, il y a les gros blockbusters qui arrivent, qui écrasent tout. Oui, mais au moment, il y en a marre des gros blockbusters. Ouais, toi qui dis ça avec Marvel. Écoute, je me suis endormi avec Joker. Quoi. J'allais venir, tu vois, ton Joker. Je me suis endormi avec Joker et franchement, Simon Mouteiro mérite plus qu'un Joker. Voilà. Allez voir d'autres films. C'est un film français. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Et un film français pas chiant avec un titre qui fait moins de 2 lignes. Voilà. Et qui parle pas d'une famille de petits bourgeois sur la Côte d'Azur. On n'est pas qui va épouser un noir, tu vois. On n'est pas sur le film français social classique, en fait, quoi. Voilà. On n'est pas sur le truc. Allez, comment on appelle ce truc ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Oui, je voulais pas donner le titre justement. Voilà. Pas du tout. On avait tous la ref. Mais voilà, j'aime autant dépenser 15 € pour ce type de film. Ça, c'est sûr. Et en ressortir, et que maintenant encore, je vous en parle maintenant, comme si, voilà, j'ai tellement été happé par ce film. Et surtout, voilà, c'est 1h37 où vous en prenez plein la figure. Vraiment ça. Et j'ai même eu un commentaire d'une personne qui m'a renvoyé un message sur Messenger qui m'a dit « Waouh, ce film a l'air trop fort, je suis trop fragile. » Ah, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Oui. À ce moment-là, il y a la BD. Mais au fait, tu sais, dans ce truc-là, c'est une réalité. Alors, oui, ok, tu vas peut-être être fragile sur ce truc-là, mais c'est ce qui s'est passé, en fait. Ouais, je pense les gens qui ne sont pas prêts d'accepter cette réalité parce que le travail de mémoire n'a pas été fait assez. Il a été coupé pendant très longtemps et donc les informations ne sont plus arrivées. Donc les gens sont choqués de se dire que ça a pu se produire, ça a pu se produire comme ça et ça a vraiment été comme ça. C'est pas un film ou une fiction, en fait. Et je dirais même, s'il y a des Congolais qui nous écoutent, qui veulent aussi raconter l'histoire aussi du Congo. Oui, évidemment, ça va parler de sapologie et tout, mais non, mais plus sérieusement. Mais ce serait bien aussi qu'un producteur belge se dise tiens, j'ai envie de raconter une histoire sur le Congo parce qu'il y a aussi. C'est encore tabou. Tout n'est pas clair. C'est encore un tabou. C'est tabou parce qu'il n'y a rien qui est clair, en fait. Voilà. C'est encore un tabou. Mais voilà, donc allez voir quand même Ni chaîne ni maître. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit. Mais allez le voir. Faut le redire pour être sûr. Allez le voir. Allez le voir. Voilà. Ça, c'est bien, ouais. Dans la catégorie podcast aussi, puisqu'on avait fait un peu, ça recoupe avec les mêmes sujets. Il y a le podcast Code Noir que j'ai écouté hier, qui est sur france-tv-info.fr. Code Noir, les révoltés du Gaoulé, c'est le titre. Voilà. Et j'ai un copain qui fait une des voix dedans, il s'appelle Nicolas Gruber. Voilà, c'est pas pour ça que c'est bon, c'est parce que c'est vraiment bon. Il vient de gagner le prix du podcast de fiction au Paris Podcast Festival. Eh ben super. Voilà. Super. C'est quand que le Carnivore gagne
un prix C'est une bonne question. Ah, ouais. Je vais envoyer une candidature RTL. non, s'il te plaît. Et on est déjà là. Émission de l'année. Ok. Ben, merci Baudouin de nous ramener là-dessus. Le secret du Marouilla, quand il gagnait des prix, il donnait des prix à Angoulême aux auteurs qui participaient à faire des choses bien pour la culture créole, c'était une bouteille de rhum arrangé. Osez du rhum arrangé. Allez, fabrique un rhum. En 2 mots, est-ce que, parce que là on parle rapidement de cinéma, est-ce que vous avez vu, alors bon, ça peut être une série rapide, hein, là vraiment en 1 minute, un truc que vous voulez partager Ouais. Alors si vous aimez la sorcellerie, allez regarder Agatha. Ouais, c'est très chouette. Ouais. Très chouette. Ouais, c'est très chouette. Ouais. Sérieux ? Non, mais là tu nous revends pas encore un truc Marvel, machin, etc. Là. Agatha, c'est un Marvel. Hein. Je sais bien, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, non, franchement, au début, j'étais pas convaincu du tout par le premier épisode, et puis finalement, je me le suis laissé avoir. Ah ouais, parce qu'il me semblait bien que c'était pas. Oui, mais écoute, je suis au 6e épisode. D'accord. Je vous le recommande. Ok. Et toi, Julien, t'as vu un truc ces derniers temps Non, mais je me posais. Enfin, si, j'ai vu Deadpool et Wolverine. Mais c'est bien. J'ai fait une deuxième. En fait, c'est tout ce que ça doit être, quoi, comme les Gardiens de la Galaxie 3. Enfin, je veux dire, t'as rien à prouver. On est. C'est bon, les super-héros, ça fait 10 ans qu'on en bouffe, quoi. Donc, il faut que ce soit drôle, second, troisième, quatrième, 20 millième degré. 14. Il faut qu'il y ait un côté fun, il faut que voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, ça coche toutes les cases. Vraiment, c'est clairement pas le film de l'année. Hein. C'est plutôt celui de Moutaïrou, plutôt. Mais oui, voilà. Par contre, c'est sûr qu'on passe un bon moment. Et par contre, je suis très hésitant en fait. Donc, t'en as pas parlé. Enfin, si, peut-être en balle tout à l'heure un peu. Le Joker. Ouais. Gauthier a quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai beaucoup aimé Joker 1. J'ai peur pour le 2. Restez sur le 1. Et je suis exactement dans restez sur le 1. Voilà. Alors moi, j'ai eu un gros problème avec le Joker 1. Parce que pour moi, le message derrière était plus que creepy en fait. Certes, tout d'un coup, c'était un film correctement réalisé de super-héros. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ont bien aimé, tu vois. Tout d'un coup, il y avait une patte de réalisateur et t'avais un acteur qui tenait vraiment le rôle. Donc oui, d'accord, ok, pour une fois que c'était un film de ciné, ok, tu vois. Mais au-delà de ça, le message derrière était un message très démocrate américain, quoi. Mais bon. Et bon, voilà, je vais pas rentrer là-dedans parce que. On est tous en train de réfléchir quel message t'as reçu parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu le même, quoi. On était tous les trois. Il y a un mec debout qui lève toutes les foules contre tous les pouvoirs. Enfin, genre, c'est oui, non, mais sauf que la foule est d'anarchie. Non, justement, c'est ça qui est horrible dans l'histoire, c'est que tout d'un coup, la foule est montrée comme comme des bêtes. Je veux dire, les autres, les pauvres sont montrés. Alors là, justement, là, au niveau colonialisme, machin, là, t'es en pire là-dedans. Là, ça veut dire, regarde l'image du peuple dans ce film-là, il est dramatique. Ils suivent un taré qui, au final, si, dans l'imaginaire du truc, si on avait pris soin des pauvres, alors ils n'existeraient pas. Mais pour moi, il y a. Non, je pense qu'il y a un transfert. Dans le monde de Batman, de toute façon, c'est tout l'intérêt du monde de Batman. C'est que justement, personne n'est récupérable. Genre, ils sont tous pourris d'une manière ou d'une autre. D'accord, mais le problème. Wayne en premier et tous les autres avec lui. Et en fait, tu as aussi ça dans le fait que tu vois, pour moi, c'est. Alors, on peut en débattre. Hein, mais, moi, je vois un peu ça comme Jacques Messrine. Le mec est un criminel patent. C'est un salopard. Mais tu peux. Mais à côté de ça, il y a un moment donné, il devient l'espèce d'icône d'une. Sauf que le sentiment populaire. Sauf que le peuple dans ce film-là. Alors, le problème, en fait, c'est que. Bizarrement, le Joker est une espèce, il y a toute une partie fantasmée, imaginaire quelque part, et tu peux te poser la question si le peuple tel qu'il est vu dans le film est une projection et une imagination, mais d'un autre côté, si tu le prends au niveau réaliste, c'est le peuple est montré comme une espèce de masse. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, je pense que c'est justement
C'est le côté de son psyché, en fait, quoi. Tu vois les choses et tu comprends les choses comme lui, il les voit, il les ressent. Et il a un problème déjà psychologique, tu vois. Ça, c'est sûr. Bah alors, sur ma deuxième, je dirais quand même, faites-vous votre avis. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas aimé. Voilà, je suis pas fan, hein, mais voilà. C'est mon point de vue. C'est un super vilain, c'est mais point de vue, quoi. l'aspect du deuxième épisode, en fait, en gros, l'aspect du deuxième, c'est son procès, c'est tout. C'est son procès, quoi. Alors moi, comme je dis, ce qui me dérange, c'est la comédie musicale qui est là-dedans. Et puis, quand tu passes d'une Margot Robbie à une Lady Gaga, c'est peut-être une bonne actrice, hein, je le dis pas, hein, mais moi, voilà, je suis toujours... Moi, je trouvais intéressant, justement, qu'on quitte le côté plastique pour le jeu d'actrice. Enfin, je veux dire, Lady Gaga, elle est quand même vachement moins... physiquement intellectuelle que la première. Physiquement intellectuelle. Pour moi, voilà. Bon, elle était censée faire 1 minute sur les films. Moi, je dis ça, mais là, c'est bon, on est reparti sur un débat. Je propose la prochaine émission classique qu'on fait de l'œil carnivore, on parle du traitement des super-héros et on pourra revenir sur ce genre de... Le Joker n'est pas un super-héros, c'est un super vilain. Alors d'accord, c'est un super vilain. Déjà, ton point de vue doit être changé. Je sais bien, mais... Non, mais de l'univers des super-héros, on va dire ça comme ça, parce que il fait partie d'un univers de super-héros. Batman, d'ailleurs, c'est pour ça que Batman est le super-héros le plus intéressant, parce qu'il a les meilleurs super-méchants, en fait. Et il est milliardaire. Mais il est surtout sans super power. Ouais, mais bon, voilà. Mais tout seul, il est extrêmement chiant, Batman. Hein. C'est parce qu'il y a les autres autour qu'il est chouette. Mais les autres n'ont pas le choix. Mais voilà. Moi, j'avais une petite reco série que je t'ai partagée. Je ne sais pas si tu l'as vue au final, qui s'appelle Scavenger Reign. Pas encore, mais pas encore. Qui est dans ma playlist. Ouais, et qui est absolument fantastique. Regardez, tapez Scavenger Reign. C'est un truc produit à la base par HBO. Netflix, a priori, a récupéré les droits. Est-ce qu'il y aura une suite ou pas ? Ça se passe, en gros, c'est des colons qui s'écrasent sur une planète, on va dire ça comme ça, assez simple, et ils apprennent à vivre avec cette planète. C'est absolument génial, c'est plein d'inventions, c'est très organique, il y a du Moebius là-dedans, ça c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Voilà, regardez-le. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et surtout, c'est plein d'inventions. Alors du coup, j'arrivais pas à me concentrer. C'est quoi ? Il y avait Frostpunk. Oui, Frostpunk 2. Bon, on en rediscutera aussi. Voilà. Mais il faudrait que je joue un peu plus. J'étais pas là, j'avais Frostpunk. Voilà. Et toi, Angela, t'as un petit... Moi, j'ai un K-drama, excusez-moi, hein, mais moi, ça m'excite. Un que j'attendais avec impatience, parce que l'actrice, je la trouvais extraordinaire, et ça s'appelle The Judge from Hell. En gros, c'est une nana qui meurt et qui va en enfer alors qu'elle n'est pas censée aller en enfer, et donc du coup il y a tout le juge de l'enfer grosso modo va prendre sa place, et donc il y a tout des missions à remplir, des choses pas se faire avoir, et il y a des trucs super tordants. Moi je suis toujours morte de rire, évidemment. Et on peut voir ça où ? On peut pas encore voir ça parce qu'en fait c'est sur Netflix, mais Netflix Corée. Ah d'accord, mais donc ça va arriver sur Netflix. Si, il y a moyen. Ouais, VPN, Windscribe. Non, il y a même sans VPN. Méga upload elle toute seule. Moi je vous dis, ça commence par D et il y a moyen de le trouver, quoi. Et alors que c'est en diffusion encore, quoi. D'accord. Donc voilà. Mais bon, bien, on va bientôt le voir. Voilà. Et ça s'appelle comment ? The Judge from Hell. The Judge from Hell. Ok. The Judge from Hell. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci Baudouin, un grand merci Julien, un grand merci Angela, merci. Un grand merci à Gauthier à la technique. Et je vous propose, pour clore cette émission, de terminer avec le Il n'y a plus d'heure de France Info. Voilà, je crois que c'est la dernière de la journée ou l'avant-dernière, je ne sais plus exactement. Et a passé un très bon moment. Rouetel a passé un très bon moment. Merci. Rattle. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir communiqué avec nous. Et voilà. Et nous on a passé un bon moment aussi. Moi, c'était chouette. Merci pour vos découvertes. Franchement, j'ai appris plein de trucs en tout cas. Donc voilà, je vais aller lire DVD, je vais aller regarder un film au cinéma. Je vais peut-être m'intéresser à la capote. Je te garantis pas, mais en tout cas c'est intéressant. Au-delà de ça, effectivement, ce truc où la K-pop s'internationalise, elle sort de la Corée et en même temps ça pose des soucis. Donc merci, j'ai appris quelque chose. Donc déjà, c'est super. Plaisir, merci beaucoup. Et donc on se quitte avec le retour de France Info.
Ça spoil un peu ce qui se passe dans la journée, mais vous allez voir, c'est chouette. Voilà. Et puis c'est sympa de terminer là-dessus. Et pas de chaussettes dans les claquettes. Il n'y a plus d'heure sur Franche Info. Le rappel des titres. La date d'aujourd'hui restera marquée non pas d'une pierre blanche, mais bien d'une planète entière, qu'on en juge. Le premier voyage dans le temps a mis en évidence la non-existence des 2 guerres mondiales et la disparition des armes depuis un siècle environ. De fait, il n'y a plus ni d'armée, ni de police, ni de frontières nulle part. De même, la faim dans le monde a disparu, les principaux déserts s'étant transformés en véritables jardins potagers. Tous les authentiques méchants sont morts à peu près simultanément. Quant au reste de la population, il est devenu quasiment immortel grâce à un traitement minimal et gratuit. Un aller-retour accidentel en hyperspatial a permis de localiser une centaine de planètes habitables, bien que dénuées d'habitants. Et la journée n'est pas encore finie. Qu'est-ce qui s'est passé? La pauvreté, annulée. Toutes les maladies, Éradiquée, le trou de la couche d'ozone, annulée. Des contraintes énergétiques? Éradiquée. Le foot, les matchs, la guerre de 14-18, Celle de 39-45, annulée. Tous les dictateurs du monde entier. Éradiquée. Toutes les polices, toutes les armées, annulées. Les religions. Éradiquée. Mourir. Annulée. téléportation. Ça déchire, franchement c'est trop charmé. C'est absolument énorme. C'est pas rien. Ah, ça on peut le dire, oui. La sécurité. Ça paraît incroyable. L'avenir est là. Par exemple. Ça fait du bien à l'humanité. C'est incroyable ce qui se passe ici. Carrément, on a kiffé là. Par exemple. C'est incroyable. Extraordinaire. Ah, ça on peut le dire, oui. De siroter des grenadines sur la plage. Ça déchire, franchement c'est trop charmé. Semble bien s'amuser. C'est absolument énorme. Ils sont pas bêtes. Ah, ça on peut le dire, oui. Ça déchire, franchement c'est trop charmé. Ça paraît incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe ici. Carrément, on a kiffé là. Sur la plage. C'est incroyable. Par exemple. Extraordinaire. Ça fait du bien à l'humanité. Ça vous dirait une petite goutte? Une petite goutte.